Bon, bienvenue à tous pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument. Ah oui, un texte majeur, clairement. C'est le livre de Jacques Ellul, publié en 1954. Ça s'intitule La technique ou l'enjeu du siècle. Et c'est un texte qui n'a pas pris une ride, c'est même assez troublant. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, la mission de notre session aujourd'hui, c'est vraiment de faire exploser une idée reçue qu'on a un peu tous en tête. L'idée qu'on se fait de la technologie en général. Exactement. Quand on entend technologie, on pense direct à un smartphone, à un moteur, à un ordinateur. À une machine, quoi. Voilà. Mais notre but là, c'est de comprendre que la technique, avec un grand T, comme l'écrit l'auteur, c'est pas juste un tas de ferraille ou des circuits imprimés. C'est devenu une force totalement autonome. C'est ça, une sorte de loi invisible qui dicte la structure entière de notre société moderne. Donc bon, décortiquons un peu ça. Parce que honnêtement, après avoir lu ces pages, on regarde plus jamais son travail ou même son réveil matin de la même manière. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'auteur nous force carrément à changer de lunettes. Ouais, c'est un renversement total. Parce que depuis l'aube de l'humanité, tu vois, la technique était vue comme un simple intermédiaire. C'était un bouclier, une lance, enfin un outil qu'un humain prenait dans sa main pour interagir avec la nature. Pour se protéger de la pluie ou chasser. Exactement, c'était un objet sous contrôle. Mais l'analyse de nos sources démontre que c'est plus de tout le cas aujourd'hui. C'est devenu beaucoup plus grand que ça. La technique a tellement enflé qu'elle a fini par devenir notre environnement naturel. C'est un milieu artificiel qui a complètement avalé la nature. C'est vertigineux quand on y pense. Et ce nouveau milieu a ses propres règles de survie, des règles auxquelles l'humain est forcé de s'adapter. On maîtrise plus l'outil, on vit littéralement à l'intérieur de l'outil. On est dedans, ouais. Et pour bien piger ça, il faut s'attaquer à la toute première distinction du livre. C'est fondamental. Séparer la machine de la technique. Voilà. On fait tous cette erreur. On voit un immense bras robotisé dans une usine et on se dit « Ah bah voilà, c'est ça la technique ». Alors que la machine n'est que la pointe émergée de l'iceberg. C'est juste le symptôme le plus évident en fait. C'est la technique à l'état pur, incarnée dans du métal, mais le concept va vachement plus loin. Et c'est là qu'il faut s'accrocher à la définition de Ellul. Ça va vraiment nous guider pour toute la discussion. Je t'écoute. La technique, au sens large, c'est la totalité des méthodes rationnellement élaborées et dotées d'une efficacité absolue dans tous les domaines de l'activité humaine. C'est ce terme « efficacité absolue » qui change tout. Exactement, ça ne concerne pas que les engrenages. Il y a ce débat célèbre mentionné dans les notes entre Toynbee et Burnham, deux grands penseurs. Ah oui, sur l'ère de la machine. Toynbee disait qu'on vivait l'ère de l'organisation. Et l'analyse d'Ellul tranche ça de façon magistrale. L'organisation, qu'elle soit administrative, politique ou économique, c'est tout simplement la technique appliquée à la société. C'est vrai que si on y pense, au tout début du 19e siècle, les premières machines industrielles, ça créait un chaos pas possible. Ça fonctionnait mal, il y avait des accidents, des émeutes. Parce que la société humaine n'était pas du tout formatée pour elle. Et c'est justement l'organisation rationnelle du travail, l'aménagement des villes, des lois, qui a fait de la place à ces machines. Il a fallu réorganiser la société entière. Sans une société réorganisée techniquement pour être hyper rationnelle, la machine industrielle aurait jamais pu survivre. Ça remet pas mal de trucs en perspective. Et ça fait aussi tomber un autre mythe qu'on lit souvent à l'école. Lequel ? Cette image d'Épinal où la science trouve une idée géniale et ensuite la technique vient juste appliquer cette idée. Genre, le savant découvre la thermodynamique et hop, l'ingénieur bricole une locomotive. Ah oui, c'est une vision complètement romancée des choses. Nos sources montrent que c'est même plutôt l'inverse. C'est la technique qui précède la science. Historiquement, oui. Nos ancêtres ont inventé des techniques empiriques pour fondre le bronze ou faire pousser du blé des millénaires avant d'avoir la moindre théorie scientifique là-dessus. Ça marchait juste par essai et erreur. Voilà. Mais le grand drame de notre époque, et c'est une ironie assez cinglante, c'est que la science est aujourd'hui devenue complètement dépendante de la technique. Ouais, on peut plus faire de recherche sans d'énormes machines. La recherche fondamentale pure est bloquée si elle n'a pas accès à un appareillage titanesque. Il y a d'ailleurs cette anecdote incroyable dans le document sur les chercheurs du projet Manhattan. À Los Alamos, pendant la création de la bombe atomique, C'est ça, on s'imagine toujours ces grands cerveaux, les meilleurs physiciens du monde en train de griffonner des équations sur des tableaux noirs. ils le faisaient, bien sûr, mais leur pensée scientifique pure était paralysée sans l'équipement adéquat. Ils dépendaient d'outils uniques au monde, des cyclotrons massifs, des microscopes d'une précision inouïe. Sans la machine, le scientifique moderne est aveugle. C'est la technique lourde qui dicte le rythme et la direction de la science aujourd'hui. C'est fou de se dire que la quête de la vérité s'est fait avaler par la quête de l'efficacité. Totalement. Mais du coup, je me demande comment faisaient les sociétés du passé,
Elles avaient des techniques, des ponts, de l'agriculture. Pourtant, elles n'ont pas fini dominées par un système technique global. Parce que dans le passé, la technique était confinée. Elles prenaient pas toute la place. Non, elle évoluait avec une lenteur extrême sur plusieurs siècles. Et surtout, elle n'avait pas pour obsession l'efficacité absolue. Elles laissaient de la place à autre chose. À l'humain, à la beauté, à l'irrationnel mal. L'exemple fabuleux dans nos sources, ce sont les épées suisses au XVIe siècle. Ah ouais, j'adore cet exemple. Les forgerons s'amusaient à créer 9 formes de lames complètement différentes. Imagine la scène sur un champ de bataille. Pourquoi s'embêter à forger une lame avec des ondulations super complexes si une bête lame droite fait le taf? Par pure vanité, par plaisir esthétique ou tradition locale. L'artisan ne cherchait pas le design mathématiquement parfait pour optimiser la pénétration dans l'armure. L'efficacité passait après l'expression créative. On se retrouve aussi cette idée de contrôle volontaire chez les Grecs de l'Antiquité. C'est dingue de lire qu'ils avaient les bases physiques pour lancer une révolution industrielle. Ils connaissaient le principe de la vapeur, Ouais, mais ils ont freiné les quatre fers. parce qu'ils vénéraient l'ékrateia, la maîtrise de soi. Pour eux, l'harmonie avec la nature était supérieure à tout. La technique à outrance, c'était le symbole de la démesure. Donc ils ont consciemment refusé cette voie. Exactement. Les Romains, eux, excellaient dans la technique d'organisation, surtout juridique. Mais leur principe, c'était l'économie des moyens, Faire le minimum de lois possible pour que ça tienne debout. tout en laissant de la liberté à l'individu. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce qu'on voit que l'Antiquité et le Moyen-Âge ont gardé la bête en laisse, en gros. Mais qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe et XIXe siècle pour que ça explose? Les sources décrivent une tempête historique parfaite, une conjonction de 5 facteurs. On passe en revue ces 5 facteurs. Allons-y. Le premier, c'est une très longue incubation, des siècles d'expérience accumulée, Le deuxième, c'est la croissance démographique foudroyante. qui fournit un marché et des millions de bras. Voilà. Le troisième, un climat économique stable mais fluide. Mais honnêtement, en lisant le livre, c'est le 4e point qui m'a le plus frappé. La plasticité sociale. C'est un passage fondamental. Pour que la technique prenne le contrôle, il fallait d'abord briser les anciennes fondations de la société. Les petits groupes soudés. La famille élargie, la corporation de métier, le village. Ces groupes avaient leurs propres règles, souvent lentes et irrationnelles. Et il a fallu les pulvériser pour installer la technique industrielle. En détruisant ces garde-fous, l'individu s'est retrouvé complètement atomisé, isolé face à un marché tout-puissant et à un État centralisé. Une matière première malléable, quoi. C'est ça la plasticité sociale. On a liquéfié la société pour la couler dans un moule plus efficace. Et ça nous amène au 5e facteur, la volonté humaine. La bourgeoisie cherchait le profit par la production et l'État cherchait la puissance militaire. Ces volontés ont fait sauter les freins. Et une fois les freins cassés, on entre dans l'ère de l'automatisme du choix. La fin du libre arbitre technique. C'est l'idée que si la science prouve qu'une méthode est la meilleure, on n'a plus notre mot à dire. Le fameux « the one best way ». Aujourd'hui, on le voit partout. Si un algorithme prouve qu'une entreprise gagne 3% de productivité en changeant des horaires, il n'y a pas de débat philosophique. La méthode s'applique automatiquement. La morale, l'intuition, on s'en fout. La technique ne tolère rien de ce qui est non technique. Elle élimine la spontanéité. Et c'est super visible dans les mécanismes de pouvoir. D'ailleurs, attention, l'auteur fait une analyse froide du système. On ne parle pas d'idéologie politique, en droite ou gauche. Non, c'est purement mécanique. L'exemple donné, c'est l'évolution des forces de police. Qui est assez terrifiante, ouais. L'auteur démontre que n'importe quel État, démocratique ou non, tend vers une surveillance totale de sa population. Pas par machiavélisme, mais par efficacité technique. Exactement. Une police moderne, pour être efficace, ne peut plus juste arriver après le crime. Elle doit l'anticiper. Et pour anticiper, il faut des bases de données massives, de la surveillance algorithmique. La technique a besoin d'un environnement sans angle mort pour fonctionner au max. Donc la société devient un vaste espace de conformité surveillée. C'est la logique de l'outil, pas d'un dictateur caché. Ça donne le vertige. Mais face à ça, on se rassure souvent en disant « oui, mais un outil reste neutre ». Le fameux argument du marteau. Voilà. Un marteau, ça construit une maison ou ça casse une vitre, ça dépend de celui qui le tient. C'est le mythe du bon usage. Mais selon l'analyse des Lulles, c'est une illusion totale. C'est ce qu'il appelle le monisme de la technique. C'est un bloc indivisible. À prendre ou à laisser. L'idée qu'on pourrait trier les bonnes conséquences des mauvaises est absurde d'un point de vue systémique. Il y a l'exemple de Louis Munford dans les notes. Génial cet exemple. Il oppose la merveille de la presse à imprimée rotative à la bêtise des journaux à scandale. On pourrait se dire c'est du gâchis imprimant de la poésie.
Mais la médiocrité de ces journaux n'est pas un défaut, c'est une nécessité technique. Comment ça? Le travailleur urbain est soumis à une routine mécanique, il accumule une tension psychologique énorme. Ah, je vois. Le fait divers sanguinolent, la presse à sensation, c'est la soupape de décompression techniquement nécessaire. Pour qu'il retourne à l'usine le lendemain sans craquer. La belle machine d'un côté et le contenu abrutissant de l'autre sont les deux faces du même système. Glaçon, mais tellement logique. Et c'est la même logique pour l'énergie atomique? Pourquoi on a fait la bombe avant la centrale électrique? Parce que faire le bon usage pacifique était infiniment plus complexe techniquement. Libérer une énergie destructrice sous forme de bombe, c'était la voie la plus simple, la plus directe. Le système suit son cours mathématique sans se soucier de la morale. Ce qui nous amène à la dernière caractéristique de la technique, l'auto-accroissement. En gros, la technique crée ses propres solutions, mais surtout, elle engendre ses propres catastrophes. C'est une progression géométrique. Un petit problème génère une solution technique qui crée 3 nouveaux problèmes qui exigeront 9 solutions. C'est la fuite en avant. Il y a l'exemple des broyeurs déviés en Amérique du Nord. À la base, l'intention technique, c'est juste le confort, se débarrasser des épluchures. Un petit gadget inoffensif. Mais soudain, des millions de broyeurs balancent des tonnes de matière organique dans les égouts. Les rivières deviennent toxiques, les poissons meurent. Et pour contre ça, faut inventer de nouvelles usines de retraitement chimique gigantesques. Une petite commodité finit par exiger une infrastructure lourde, et c'est encore pire dans l'agriculture. Ouais, les insecticides, le fameux DDT. On injecte un produit chimique pour tuer un parasite. C'est hyper efficace, le parasite meurt. Mais les conséquences invisibles se propagent partout. Les vaches mangent l'herbe contaminée, et on a des épidémies de rachitisme chez les veaux. Un autre cas, au Sahara. Avec les palmiers dattiers, c'est ça. Oui, on introduit des techniques d'irrigation modernes pour améliorer le rendement. Sauf que ça modifie l'équilibre local, Et ça entraîne des maladies inédites et la mort des palmiers. alors que le palmier, c'était la base de la survie de ces populations. L'intervention a créé la misère en voulant apporter le progrès. Le problème A est résolu, mais B, C et D menacent la vie entière, obligeant à trouver des réponses E, F et G. Une boucle sans fin. Bon, en arrivant à la fin de cette analyse, je pense que ceux qui nous écoutent comprennent pourquoi c'est si important de décortiquer tout ça. C'est une nouvelle paire de lunettes pour déchiffrer le monde. Le monde du travail, l'obsession des données, nos applis numériques, on réalise que ce ne sont pas des complots humains. Ce sont les lois inéluctables de la technique. L'efficacité absolue, l'automatisme, l'auto-accroissement. Mais ça soulève une question essentielle, je trouve, une vraie ombre au tableau. Dis-moi. Le système technique a besoin que chaque humain soit docile et prévisible pour fonctionner parfaitement. Or, l'humain est imprévisible, plein de désirs contradictoires. C'est dans notre nature. Si ce système hyper rationnel étouffe toute vraie spontanéité vitale, que va devenir cette énergie refoulée ? Bonne question. Ne risque-t-elle pas de se libérer de la seule façon qui lui reste par une destructivité totalement irrationnelle, aveugle, voire suicidaire ? Le danger ultime d'un monde qui refuse la part de chaos de la vie. Et si le tout premier acte de liberté face à ce système, c'était simplement de prendre conscience de son emprise sur nos vies ? Réaliser qu'on est dans une cage, c'est déjà trouver la clé de la porte. C'est sur cette pensée forte qu'on termine notre exploration. J'espère que ça donnera à notre public de quoi réfléchir en observant le quotidien. Merci d'avoir partagé cette analyse. Merci, c'était passionnant. Et à très vite pour plonger ensemble dans de nouvelles sources.